Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Licia. C'est avec une grande joie d'être ici parmi tout le monde. Bon, ce soir, nous sommes dans le quatrième dialogue francophone et nous avons une invitée spéciale. Bon, bonjour chers amis francophones et francophiles. Nous commençons aujourd'hui une autre émission de notre série Dialogue francophone. Nous avons prévu ces émissions comme une sorte de magazine, surtout une sorte de causerie sur la culture contemporaine qui informe, sans perdre de vue la force politique de l'esthétique que l'esthétique dégage. C'est une initiative de la FEBA avec le soutien de la Fédération brésilienne des professeurs de français, de l'ONEB et de l'AIEQ. Bon, je me présente, je m'appelle Lucila Moreira, je suis professeure de français à l'ONEB, à l'Université de l'État de Bahia à Alagoas, et je suis aussi je suis étudiante en maître du mestrado profissional de jovens e adultos de l'UNEB. Bon, je vous présente ma collègue Alicia Souza, qui va animer cette émission avec moi. Elle est professeure de l'UNEB au programme critique culturel. Elle a fait son doctorat en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle a écrit plusieurs articles et livres sur la culture québécoise. Elle a été aussi membre de l'Association brésilienne d'études canadiennes. Au Brésil, elle a été aussi professeure dans le domaine de la sémiotique. Bon, Licia, elle est aussi vice-présidente de l'AIEQ, dans le côté Amérique. Elle est aussi membre de La Traversée et son dernier livre s'intitule « Pour une géopolitique interaméricaine » paru à Paris pour la Société des écrivains en 2019. Alors, Licia, à toi la parole. Merci, Lucila. Merci de toute cette présentation. Et moi aussi, je suis très heureuse d'être ici avec tout le monde. Je dis bonjour à tous et à toutes, francophones et francophiles. C'est avec tout ce plaisir que nous commençons cette quatrième émission de nos dialogues. Aujourd'hui, nous allons réaliser une émission assez novatrice pour nos auditeurs et auditrices. Il s'agit de l'œuvre de l'écrivaine brésilienne Hilda Ilst, née à São Paulo en 1930 et décédée en 2004. Alors, mais vous pouvez me demander, mais Hilda n'est pas une écrivaine brésilienne? Quel est le rapport avec nos dialogues francophones? Mais c'est là qu'il y a une grande surprise. C'est que nous allons discuter sur la version française des Contes d'Escagne, Contes Railleurs, texte grotesque, qui a été effectué, c'est le troisième livre de sa trilogie des textes dits obscènes, qui a été effectué par une écrivaine québécoise, Claire Varin, qui est très connue au Brésil. Elle est déjà venue 18 fois, 20 fois, je crois. Elle est plus brésilienne que nous. Mais elle vient de faire une tournée au Brésil, financée avec, je crois, avec le soutien de l'AIEQ. Moi, Lucille a déjà dit que si je suis vice-présidente de l'AIEQ, Association internationale des études québécoises pour les Amériques. Alors, je voulais parler un peu de cette association. Est-ce que tu peux mettre le logo là, partager le logo avec nous? Ah, voilà, Association internationale des études québécoises qui fête ses 25 ans cette année. C'est très intéressant parce que c'est un réseau de québécistes à travers le monde, dans 65 pays. Et ce sont des gens qui appartiennent à plus de 40 disciplines académiques différentes, mais qui s'intéressent aussi à l'histoire du Québec. Et qu'est-ce qu'il fait là? Je vais essayer de faire un résumé, parce que c'est le soutien à la recherche. L'AIEQ soutient la recherche, l'enseignement, les publications universitaires portant sur le Québec. Si vous voulez faire un cours sur le Québec, l'AIEQ va vous soutenir. La mise en réseau des membres au Québec et à l'étranger, c'est très important. On soutient aussi l'organisation des conférences
des séminaires, des colloques. Et aussi, il y a beaucoup de bourses. Beaucoup de bourses pour les étudiants, pour les professeurs, pour les chercheurs. Allez dans le Google et cherchez les liens de l'Association internationale des études québécoises. Bon, alors, continuons avec notre Hilda Hilst et Claire Varin. Elle, tu peux changer. Et alors, notre dialogue francophone se présente en ce moment comme une sorte d'échange vivant et dynamique qui montre l'art brésilien en français. Avant de vous présenter Claire Varin, permettez-moi de dire encore quelques mots sur le style de l'écrivaine brésilienne. Voilà, on peut voir déjà une image du livre que Claire a traduit. On voit qu'on va s'exciter. Ça veut dire on va exciter notre envie de parler de littérature. Et on va s'enthousiasmer, prendre un vif intérêt parce que Hilda appartient à la troisième génération du modernisme brésilien, celui de 1945, qui a travaillé avec des bricolages, recyclage des styles et des thèmes du passé, comme il faisait, ainsi que l'effondrement de la barrière entre les arts et les arts populaires et la culture populaire. Né? Elle est comme ça. Obscénica. Oui, c'est actualise, je crois, Claire va me dire si je me trompe, les chants d'escarnio, qui c'était une tradition portugaise mais de dénoncer, de critiquer la stupidité. C'est pour ça qu'elle a traduit par contre ailleurs, et les vices de la société, et qui expose les faiblesses, les folies de la société brésilienne dans les années 1990, que c'est une époque post-dictature. Alors, donc, on va voir ce que Claire va nous dire sur cette rencontre qu'elle a eue avec l'œuvre de Hilda Hilst, qui est considérée comme une des plus grandes écrivaines du monde portugais, de la langue portugaise, mais qui est très peu connue dans son pays, ça veut dire au Brésil. Alors, Lucila, tu peux présenter Claire maintenant, Lucila. Laisse-moi présenter Claire Varin maintenant. Alors, c'est un énorme plaisir de parler de Claire. Donc, elle est PhD en littérature. Claire Varin est l'auteure d'une thèse sur l'œuvre de Clarice Lispector. Elle a publié 9 livres à titre individuel, parmi lesquels 4 inspirés par le Brésil, où elle a effectué une tournée d'auteurs en décembre dernier avec le soutien de l'AIEQ. C'était son 18e séjour au pays. Sur Clarice Lispector, elle a fait paraître au Québec le recueil d'entretiens et de documents divers, Rencontres brésiliennes, en 1997, deuxième édition à Montréal, en 2007. Suivi aussi de l'essai des langues de feu, traduit en portugais et paru à São Paulo en 2002, éditeur de Limiar. Línguas de Fogo connaîtra une nouvelle édition sous peu chez Editora Nós. Son dernier titre, Animalis, traite de la complexité de nos rapports aux animaux. Lemiac 2018. Pour son roman Désir 2001, elle a obtenu un prix de la Société des écrivains canadiens et un prix à la création du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle a présenté des lectures avec l'accompagnement musical au Brésil, au Canada et au Mexique, et a prononcé des conférences dans ces pays ainsi qu'aux États-Unis, en France et au Portugal. Elle a travaillé comme consultante et interprète de portugais, collaboré à diverses émissions à la Radio-Canada et assumé des charges de cours à l'Université de Montréal. Elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs et membre du jury littéraire. Avant de s'attaquer à la traduction d'Obscénica de Hilda Hilst pour les éditions montréalistes de Remue Ménage, elle avait traduit le livre des nouvelles A Mulher dos Sonhos de Aleilton Fonseca, Feira de Santana na Parada. La femme de rêve pour le compte de l'éditeur Marcel Broquet, Son Sauveur Québec 2013, et avec l'appui de la Fondation Bibliothèque nationale. Claire, à vous la parole. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir, parce qu'on est déjà c'est déjà le soir. Et je suis
pas tellement habituée de parler français avec les Brésiliennes, donc vous allez m'excuser si parfois je passe au portugais sans m'en rendre compte. Vous me rappellerez à l'ordre, d'accord? Alors, ben voilà, c'est ça. Quand j'ai commencé mes recherches au Brésil, je voudrais vous raconter comment j'ai connu le nom de Hilda Hilst d'abord. C'était dans les années 80 quand j'ai effectué mes recherches de doctorat sur l'œuvre de Clarice Lispector. Je me suis rendue au Brésil pour faire ces recherches. Et au cours de mes recherches, j'entendais parler, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains, de critiques littéraires, d'amis de Clarice Lispector. Et parmi ces amis, il y avait un dénommé Leo Gilson Ribeiro, qui est un critique littéraire assez connu, je crois, à l'époque, un admirateur d'Hilda Hilst et de Clarice également, et de bien d'autres auteurs. Je crois que c'est lui qui m'avait parlé pour la première fois de Hilda Hilst. Mais moi, j'étais tellement prise par Clarice Lispector, qui était déjà une très intense écrivaine, que je n'avais pas du tout la tête à m'attarder à une autre intense, Hilda Hilst, parce que ce sont vraiment deux monstres sacrés. Mais j'avais toujours en tête son nom. Et je ne sais plus qui m'a proposé de tout de même jeter un coup d'œil à un de ses textes, et je l'ai fait. C'était la seule pièce, le seul ouvrage que j'ai lu à l'époque de Hilda Hilst, c'est Au Verdugo, le bourreau, une pièce de théâtre donc qu'elle avait écrite et qui m'a beaucoup frappée à l'époque par sa lucidité, ses réflexions, la force de sa pensée, le dynamisme de l'écriture, l'énergie qu'il y avait dans ce texte, et que je suis restée avec ça et je me suis dit, bon, un jour, je voudrais la connaître, mais là, c'était vraiment pas le temps. Clarice Lispector prenait toute la place et comblait tous mes besoins du moment. Et puis, j'ai traduit beaucoup Clarice Lispector pour ma thèse de doctorat. Donc, il fallait quand même, moi, j'ai appris le portugais dans les années 80, quand même, donc c'est tout un travail d'apprendre une autre langue dont on ne connaissait pas un mot avant de connaître Clarice Lispector en français. Donc, bravo à la traduction, qui est une chose merveilleuse. Et donc, j'ai même traduit avec un professeur de l'Université de São Paulo un conte, une nouvelle de Clarice en français. Et j'entendais pour la première fois dans les années 80 parler le portugais, le beau portugais du Brésil. J'avais eu une petite base de portugais avec une portugaise, mais bon. J'entendais pour la première fois. Voilà. Et donc, par la suite, je reviens au Québec, je fais ma thèse sur Clarice, et entre-temps, un chercheur brésilien arrive à Montréal et encore, il me parle d'Hilda Hilst. Il me dit, écoute, toi qui aimes tellement Clarice Lispector, il faut que tu connaisses Hilda Hilst, c'est de la même trempe, c'est la même intensité, la même force, c'est quelqu'un de génial d'ailleurs. Bon, alors parfait, mais je n'étais pas encore prête. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, les éditions du Remue-Ménage, les éditions montréalaises du Remue-Ménage, m'appellent pour me demander, voudriez-vous traduire une Brésilienne qui s'appelle Hilda Hilst? Alors, j'étais ravie, et d'autant plus que, je le raconte, je reviens en arrière, 20 ans auparavant, donc quand mon essai Langue de feu est paru au Brésil, en portugais, donc, en 2002, j'ai communiqué avec Hilda Hilst. Je lui ai téléphoné parce que je ne sais plus qui m'avait donné son numéro de téléphone, et j'avais entendu dire qu'elle avait un refuge pour chiens, enfin un refuge non officiel, qu'elle recueillait les chiens errants, qu'elle faisait des expériences de communication avec les disparus, elle enregistrait les voix des morts, essayait d'enregistrer les voix, inspirée en ça par un Suisse, je pense que c'est un peintre, en tout cas, qui était sorti en forêt pour enregistrer les sons des oiseaux. Et quand il aurait écouté ces cassettes, à l'époque c'était des cassettes, là, il a entendu la voix de gens qu'il connaissait, des disparus. Donc, il a commencé à faire plein d'expériences. Il en est venu à avoir une cinquantaine à recevoir, entre guillemets, des mots une cinquantaine de personnes disparues de son entourage. Et donc, Hilda Hilst, elle a été très frappée par ça, et moi de même, finalement.
Et donc, j'étais très intéressée à tout le moins à lui rendre visite. Et donc, je lui téléphone. Elle avait une belle voix douce, elle était très accueillante, ouverte. Oui, certainement, vous pouvez venir me voir. Et c'était 2 ans avant sa mort. Hein. Vous pouvez venir me voir et tout. Mais ça vous prend une voiture parce que j'habite à 11 km de Campinas, comme vous savez, dans l'État de São Paulo. Et ben, moi, je n'avais pas de voiture, n'est-ce pas? Donc, finalement, c'est un rendez-vous raté avec la personne. Comme j'ai raté le rendez-vous avec Clarice Lispector, parce que je suis arrivée au Brésil 5 ans après la mort de Clarice Lispector pour faire mes recherches de doctorat. Donc, je crois que rencontrer la personne n'est pas nécessaire parce qu'elle est toute dans son œuvre. Elle est toute dans son œuvre. Les écrivaines sont dans leurs œuvres, de même que les écrivains. Et bon, donc voilà, alors j'ai remercié, j'étais très heureuse que les éditions du Remue-Ménage me demandent, mais je n'avais à peu près pas lu Hilda Hilst, alors je me sentais un peu frauduleuse en fait, mais en même temps, j'avais une telle expérience des Intenses par Clarice Lispector, et puis que j'avais traduite, qui n'était pas évidente, qui est considérée comme hermétique, de la même façon qu'on considérait Hilda Hilst comme hermétique. Que je me suis dit, ben voilà, je me lance. En fait, je n'ai pas du tout réfléchi. J'ai dit oui tout de suite. J'avais déjà une connexion éthérée avec cette femme que je n'ai pas connue personnellement. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a proposé de traduire cet album qui est une sélection d'extraits des Contos d'Escárnio qui avait déjà été traduit dans son entièreté en français chez Gallimard. Par Madame Marie-Vonne Lapouche, qui a beaucoup traduit les Brésiliennes et qui a même interviewé Clarice Lispector, de même qu'Hilda Hilst, je crois, bon, au Brésil. Donc, alors, il y a donc, on a une sélection d'extraits par M. Jorge Lima Alves de Contos d'Escárnio, peut-être le tiers du livre, en fait, peut-être. Et peut-être pas les passages les plus crus, d'ailleurs. Enfin, de toute façon, tout est à peu près très cru, là, mais bon. Et cette sélection, elle est suivie par 7 poèmes satiriques, qui sont, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est, finalement. Ce sont des poèmes, des fables en vers, mais enfin, c'est très amusant. Ça, c'est très amusant. Et puis justement, c'est un petit peu inspiré justement des chansons paillardes du Moyen Âge. Donc, elle s'est laissée aller. Alors, c'est ça. Donc, j'ai traduit. Voilà, j'ai traduit. J'ai passé l'été dernier à traduire Hilda Hilst. Voilà, c'est ça. Mais Claire, je pense, je suis curieuse de savoir comment tu as fait pour traduire Hilda Hilst du portugais en français? Parce que j'ai lu quelques extraits et moi, je serais incapable, j'ai dit, de faire cette traduction. Bien, alors ce que j'ai fait, en fait, avant de la traduire, là, et curieusement, j'avais rapporté dans mes bagages du Brésil lors d'un des derniers, justement, il y a 20 ans, en fait, la fondation, l'Instituto Moreira Salles, fait des cahiers de littérature brésilienne. Il en avait fait un de Hilda Hilst, sur Hilda Hilst, avec elle, des entretiens, des textes de théoriciens de commentateurs de l'œuvre d'Hilda Hilst. Et également, j'avais à rapporter une belle anthologie de textes choisis de ses œuvres de fiction. Donc, je me suis plongée là-dedans, mais plongée avec une telle empathie là, que je suis entrée dans la langue esprit de cet auteur. Et puis, et c'était divisé par thème dans l'anthologie. C'était bien fait, c'est petit, mais bien fait, avec des extraits de 11 de ses fictions. Donc, et par thème, la mort, le père, des thèmes très importants pour elle, la mort, l'amour, Dieu, le père qu'elle adorait, son père qui est devenu schizophrène. Enfin, c'est toute une histoire, ça, en tout cas. Et puis, oser penser aussi, parce qu'elle pensait beaucoup. Là, c'était une penseuse aussi, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à la comprendre, puis à saisir ce qu'elle était, en fait. Voilà. Donc, ce qui était le plus drôle dans tout ça, c'était de traduire
parce que c'est très cru, hein, elle a décidé, elle, de faire ça parce qu'elle était tannée, on dit ça en québécois, là, je suis tannée. Donc, je suis fatiguée de n'être lue que par quelques critiques dont qu'elle aimait bien, là, dont elle était très fière des commentateurs qui l'admiraient, là, mais il y en avait peu. Et elle n'avait pas de public, personne ne la lisait, tout le monde avait peur d'elle, enfin, je ne sais pas, justement, parce que c'est une femme qui pensait, elle pensait. Et elle s'est dit, moi, j'en ai marre de ne pas être lue. Il y a plein de gens qui écrivent n'importe quoi, puis qui publient chez les éditeurs commerciaux. Ben moi, je vais faire la même chose, et puis je vais, peut-être finalement rejoindre un public. Et puis ce public-là, après, à m'avoir lu dans mes histoires obscènes, entre guillemets, ben peut-être qu'ils vont lire mes ouvrages plus sérieux, qui sont pour elles beaucoup plus importants. Parce que ces textes dits obscènes, grotesques, ou même il y en a qui disent grotesques, d'autres qui disent poétiques aussi. Elle dit que tous ces textes sont poétiques, en fait. Là, j'ai perdu le fil. Il y a tellement de choses que je pourrais dire sur elle, mais en même temps, je l'ai peu lu, mais je suis entrée dans ce que j'ai lu, je suis entrée. Alors, en tout cas, donc tout ça pour dire que le plus drôle et en même temps un peu difficile dans la traduction, ça a été de trouver des équivalents français pour traduire les organes sexuels masculins et féminins, parce que je vous dis qu'il y en a des synonymes dans ces textes. Donc ça, je me suis beaucoup amusée. Mais comme il fallait que je comprenne le niveau de vulgarité, en fait, hein, parce qu'il y avait, c'est ça, c'est qu'elle mélange beaucoup les niveaux de langue. Alors, on a du plus vulgaire, du plus cru, aux termes recherchés, érudits. Il y a de tout là-dedans. C'est vraiment incroyable. Puis dans une narration complètement échevelée, sans début, milieu, fin. C'est très particulier. Mais donc, j'ai des amies brésiliennes quand même. Alors, j'ai demandé, entre autres, à une amie qui s'appelle Karine Carvalho, qui traduit à Montréal, qui s'occupe de traduction des jeux vidéo pour le monde entier, ou en tout cas, c'est ça. Donc, et alors, on a eu de longues conversations l'été dernier à sa terrasse sur quel terme était plus ou moins cru. C'est dommage parce que pour moi, c'est difficile de donner des exemples parce que c'est vraiment gênant à voix haute. À voix haute, c'est gênant. Quand on travaille en solitaire, on ne fait que rire parce que c'est tellement exagéré, ces affaires, que c'est drôle. Ça ne peut pas être pornographique, c'est trop drôle. C'est de la satire, en fait. Et elle s'est beaucoup amusée à faire ça. Parce que quand elle faisait ses textes sérieux, elle dit que chaque mot était pénible, difficile, et qu'elle tremblait devant la page blanche, mais que pour écrire sa trilogie dite obscène, ben, ça coulait de source. Puis ça paraît quand on la lit, ça paraît. Je ne sais pas, peut-être que je pourrais lire quelque chose. Oui. Oui, peut-être le début justement des contes. Tu peux lire beaucoup de choses. Peut-être le début, juste le début, ça va donner une idée parce que la question aussi, c'était de traduire sa vivacité. C'était très important. Le rythme, la musicalité aussi du Brésil, c'est quelque chose, hein, la langue brésilienne. Vous êtes tellement habitués, mais c'est très beau, la musicalité du brésilien, entre autres, grâce aux accents toniques qui sont placés dans les mots à différents endroits et qu'on n'a pas vraiment en français. En français, tout tombe sur la dernière syllabe, mais en portugais, on a les proparoxytonos, les préparoxytonos. Alors, c'est différent, c'est beaucoup plus chanté. Puis, il faut donc apprendre à chanter en français. Et ça demande pas mal de métiers, en fait. Alors, une chance que j'ai beaucoup écrit de livres avant, parce que je crois que je n'aurais pas pu soutenir l'affaire il y a 20 ans, disons. Donc là, le début, qui est quand même assez soft, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus vulgaire, mais quand même, ça donne une idée un peu de ce qui s'en vient, là. Donc, ça va vous dire de ce dont il s'agit un peu, là, et qui est le personnage principal.
Je m'appelle Crassus. Ma mère m'a donné ce nom-là parce qu'elle avait la manie de lire l'histoire générale des civilisations. Ça l'a beaucoup impressionnée quand elle a lu que Crassus, un très riche Romain, avait été décapité à la bataille par un opposant à ses idées qui lui a bourré la tête d'or fondu. Maman est morte peu après m'avoir donné ce nom-là, le lendemain de mon baptême. Il paraît qu'elle a eu une attaque foudroyante, que de toute évidence j'étais dans mon berceau ou sur sa poitrine quand elle a dit « Petit Crassus ». Elle a poussé un soupir et elle est morte. Elle était jolie, élégante, appétissante selon papa, qui est mort un mois plus tard. Sauf que sa mort à lui a été différente. Il est mort sur une femme, pas élégante du tout, mais pas mal plus appétissante que maman, à ce qu'on m'a dit. C'était une pute du genre déhanché, avec de gros nichons et des tétines en joue. Les hommes les aimaient comme ça dans ce temps-là. La pute est sortie de la chambre en hurlant. Ses seins se balançaient comme deux jolis melons, si c'était possible que des melons se balancent sur des tiges rampantes. Papa est mort au bordel. Ça fait tout un boucan, là, je continue. Bon, alors, Crassus, j'ai décidé d'écrire ce livre parce qu'au cours de ma vie, j'ai lu tant de saloperies que j'ai décidé d'écrire les miennes. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Mais j'avais un tel respect pour la littérature que je n'ai jamais osé. Aujourd'hui, pourtant, tout le monde se dit écrivain. Et les autres, ceux qui lisent, trouvent aussi que les idiots le sont. C'est tant de bêtises en caractère d'imprimerie que j'ai pensé, pourquoi ne pas écrire les miennes? Bon, un petit peu plus loin, j'ai commis ma première indécence un peu tard. J'avais déjà 18 ans, mais j'ai toujours été très timide, peut-être à cause de mon nom, peut-être à cause de la façon dont papa est mort. À ma vue, tout le monde disait « Tiens, voilà Crassus, fils de la crasse putasserie. » Les larmes me montaient aux yeux, mais tout de suite après, malgré ma timidité, je sortais ma queue. Bon, ça donne une petite idée du ton, tu imagines? Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, moi, ce que j'aurais aimé beaucoup, c'est converser avec elle au sujet de la traduction puis des doutes que j'avais, parce qu'on a toujours plein de doutes, parce que traduire, c'est faire des milliers de choix, petits ou grands, et c'est ce qui fait qu'on doute tout le temps. Mais bon, parce que je me souviens que quand j'avais travaillé à traduire pour un autre éditeur québécois, Marcel Broquet, un écrivain baïonnais, Alayton Fonseca, que vous connaissez sans doute, des contes, des nouvelles très amusantes, humoristiques sur les relations hommes-femmes et les situations comiques de la vie quotidienne. Ben, grâce au soutien de la Fondation des Bibliothèques nationales, j'avais été le rencontrer à Bahia et il avait éclairci certains de mes doutes. Alors, ça avait été vraiment très utile. Donc, j'aurais beaucoup aimé faire ça avec Hilda. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, ben voilà, oui, c'est ça. Il faut vraiment essayer de respecter. Elle a une syntaxe particulière, Hilda Hill, c'est une ponctuation particulière, et j'imagine que ça peut avoir l'air si ce n'était fait qu'une fois, ça aurait l'air que c'est la traductrice qui est fautive, qui a oublié de mettre un point ou qui a mal traduit. Mais comme c'est assez fréquent, l'absence de point, par exemple, ou dans les dialogues, l'absence de tiret. Donc, parfois, on ne sait pas qui parle exactement. Il faut démêler ça un peu. Les échanges entre les personnages ne sont pas toujours, les noms des personnages ne sont pas toujours identifiés. Donc, il ne faut pas essayer de rétablir trop de clarté là-dedans. Il faut vraiment respecter le métissage, le mélange le mélange même des genres, parce que dans ces textes, elle est incroyable. Elle brise vraiment beaucoup de barrières. Là. C'est qu'on a des scènes de théâtre à l'intérieur de ces textes de contes brailleurs.
de la prose. Là. Donc, dans la prose, on a de la poésie, on a ces scènes de théâtre, on a... c'est vraiment... je dirais pas que c'est chaotique, mais je dirais échevelé. C'est vraiment... elle le dit elle-même, c'est des plaisanteries. Elle a fait ça pour s'amuser. Elle était fatiguée je pense qu'elle était lasse vraiment d'être peu lue. J'imagine qu'elle voyait autour d'elle des écrivains vendre beaucoup avec des textes qui étaient de bien moins grande qualité que les siens. Et c'est vrai que pour un auteur, c'est choquant. Donc, bon, elle s'est amusée. Voilà, c'est tout. Et donc, les autres petits problèmes de traduction, ben, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être... ah oui, il y avait une chose aussi. Mais ça, c'est d'ordre général quand on traduit de l'espagnol ou du portugais, c'est qu'il y a beaucoup de diminutifs. Dans une même phrase, on pouvait avoir amiguinha, coleguinha, mãozinha, mãezinha, enfin, vous voyez l'affaire, et on n'a pas ça en français. Donc, ça colore souvent, ou c'est humoristique, ces suffixes sont humoristiques, ou ils sont affectueux, ils sont tendres, ils sont bon, toutes sortes d'affaires qu'il faut rendre en français. Donc, on ne peut pas toujours écrire petite mère, petite main, petite collègue, voyez-vous. Donc, il faut trouver une autre manière de dire. Alors, ça, c'est un défi là, quand même assez important. Donc, bien, je crois que ça donne une petite idée des questions de traduction de Hilda. D'ailleurs, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Licia. Licia? Licia, on devait avoir une conversation. Alors, moi, j'ai besoin d'échanges avec vous, moi. J'ai des choses très intéressantes, on ne devait pas te couper, mais peut-être Lucille veut poser une autre question. Mais c'est une conversation, oui, parce que on t'a posé des questions et tu nous expliques tout ça. Ah oui. Est-ce que je peux vous montrer ma maison d'édition Remue Ménage? Oh oui, Remue Ménage. Elle a publié une belle photo d'Hilda quand elle était jeune. Oui, j'ai vu ça. Tu m'as envoyé les... Oui, non, mais pour que les gens voient, c'est beau, hein? Oui. Très intéressant. Alors, très belle photo, même. Cette Hilda, vous savez que c'était quelqu'un qui était très en demande, très en vue de la bourgeoisie de Sao Paulo. Elle était très courue, très émancipée. Émancipée, oui. Et elle pouvait être assez directe et crue. Quand une dame, un peu plus tard, lui demande « Pourquoi vous écrivez toujours si angoissé? Pourquoi c'est toujours si angoissé? » Elle dit « Écoutez, on a 7 orifices dans le corps, 7 trous. Si on ne se lave pas tous les jours, on pue. Ça ne vous angoisse pas, vous, madame? » Alors, oui, c'était son genre, ça. Et elle était vraiment directe. Puis elle dit qu'une autre fois, une jeune fille est allée la voir, je pense que c'est une rencontre, je ne sais plus où. Et puis elle était très choquée par les termes qu'elle employait pour dire le sexe de la femme. Que je ne dirais pas ici, là, parce que pour moi, ça sonne très joli, mais pour vous, c'est très laid comme mot, là. C'est vraiment drôle, tout ça. Et là, elle était tellement... Ça l'agaçait tellement que la jeune fille soit si puritaine, finalement, que Hilda n'arrêtait pas de répéter ce mot jusqu'à ce que la jeune fille se bouche les oreilles et quitte les lieux. Bon, alors, c'était son genre. Elle était très provocatrice. Et justement, quand elle a commencé à écrire ses obscénités, elle disait qu'elle voulait choquer aussi en même temps, réveiller les gens, choquer les lecteurs. Elle voulait choquer Dieu pour qu'il réponde à ses questions, pour qu'il se manifeste. Parce qu'elle disait que... Parce qu'en fait, elle était comme Clarice Lispector. Je dirais, elle recherchait le mystère de ce que c'est être vivant. Elle recherchait ça. Donc, c'est très exigeant.
Et c'est sûr que c'est difficile de la suivre. Hein. C'est pour ça que Licia, on se disait l'autre jour, pourquoi elle est si peu lue au Brésil, hein, même par les professeurs de littérature. Oui, oui. N'est-ce pas? Ben c'est ça, c'est que. Et elle-même, il répond à ça. Elle dit j'ai même noté quelque chose à ce sujet-là. D'abord, c'est parce qu'elle est une femme. Ouais, une femme qui pense. Oui, en effet. Si, elle dit ceci. Dans des entretiens, il y a un beau livre d'entretien qui est paru dans la bibliothèque Azul, je pense. C'est très intéressant sur elle, entre autres. Il y a beaucoup de livres qui sont parus. Elle dit ceci, si une écrivaine a un discours plus profond, dense, les gens ont peur d'y toucher. Puis elle dit qu'elle se sentait comme une auteure libre dans une époque victorienne dans le monde littéraire. Elle trouvait que les gens étaient puritains et analphabètes parce qu'elle est d'une culture absolument inouïe, qui, moi, me laissait même un peu impuissante. Je me disais, mon Dieu Seigneur, il faudrait que, pour bien la traduire, que j'ai lu tous les philosophes, les écrivains du monde entier qu'elle cite, les scientifiques. Elle avait des amis, d'ailleurs, scientifiques, parce que vous savez que, en fait, ce qui s'est passé, c'est c'était une mondaine à l'époque, quand elle était jeune, et elle s'est formée en droit, et elle allait dans les soirées de Sao Paulo, et bon, avec tout ce que ça comporte, là, des soirées de jeunes. Et puis, à un moment donné, elle a lu un livre d'un grec, Nikos Kazantzakis, qui s'appelle Lettres au Gréco, et sur lequel je n'ai pas pu mettre la main, parce qu'il est épuisé. Bon, bref, en tout cas, c'est compliqué, que je voudrais vraiment lire, parce que c'est elle, à la lecture de ce livre, qu'elle a décidé de tout quitter. Elle a demandé à sa mère qui avait des terres justement près de Campinas, à la campagne, parce que son père est un grand propriétaire terrien, un poète d'ailleurs aussi. Alors donc, elle lui a demandé un bout de terre et elle a tout quitté pour aller s'isoler à la campagne pour se consacrer à son écriture. Donc, à partir de là, c'en était fini des mondanités, mais tout le monde allait la voir, en fait, tout le monde. Beaucoup d'intellectuels. C'est devenu un foyer pour les intellectuels admirateurs de son œuvre, entre autres. Cet endroit qu'elle a appelé la Maison du Soleil, à Casa do Sol. Et c'est là qu'elle a écrit beaucoup de ses livres. Donc, c'est là que je devais aller la voir, puis finalement, c'est raté, mais je compte bien retourner pour voir ses chiens, au moins. Au moins les chiens. Et la maison qu'elle avait fait construire avec son mari de l'époque, le sculpteur, c'était un sculpteur qui s'appelait Casarini. Donc, ben voilà. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? Bon, Licia, je vais poser une question à Claire. Bon, maintenant que nous connaissons l'écrivaine et traductrice Claire, il est temps de lui demander justement comment est née l'idée de faire connaître aux lecteurs québécois une écrivaine qui n'est pas trop connue dans son pays. Ben, ce n'est pas moi. C'est la maison d'édition Remue Ménage, qui est une maison d'édition féministe et qui a communiqué avec moi pour me demander de traduire cet album qui a été publié à l'origine en portugais au Portugal et illustré très bellement avec des couleurs incroyables par André Dalloba, qui est un illustrateur célèbre, un illustrateur du New York Times. Alors, c'est une super... je vais essayer de vous montrer ça. Bon, ça, c'est le... Bon, ça commence ici, là, les premières pages. Les illustrations sont extraordinaires. Oui, les voyez-vous? Oui. C'est de André Dalloba. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau, regardez. C'est plein de couleurs. Voyez-vous? Alors voilà, j'aime ça. C'est de la métaphysique ou la pire des putassiers. Oui, ça c'est une clé pour comprendre son œuvre, dit une de ses commentatrices. Mais c'est de la métaphysique. Oui, mais c'est de la métaphysique. Parce que ces personnages, ils pensent tout le temps. Ils pensent tout le temps, même pendant l'acte sexuel, ils posent des questions.
il pose des questions sur la mort. Mais là, j'ai beaucoup ri. Est-ce que je dois dire que j'ai ri aux éclats quand j'ai lu quelque chose, c'est un récit de Crassus. On ne peut pas le lire ici, parce que... mais quand il fait l'amour avec une femme cultivée, c'est tellement drôle, tellement drôle. J'ai ri. Je sais pas. Mais moi, là, je dis, bon, je ne sais pas comment, je n'ai pas l'expérience de faire l'amour avec des femmes cultivées. Mais là, je dis, est-ce que c'est comme ça? On cite à tout le moment un auteur classique, je ne sais pas. Lucrèce ou Platon, je dis, est-ce que c'est comme ça? Ou elle s'amuse avec les femmes? Non, mais Alicia, elle s'amuse. Elle dit qu'il y a des féministes qui lui ont... J'ai été étonnée, moi, j'ai vraiment été étonnée que les éditions du Remue-Ménage osent publier avec ces illustrations très explicites, mais très belles, hein, très fleuries et tout, bon, bucoliques en même temps. Mais c'est très cru, le langage, et c'est pas du tout politiquement correct, là, à plein de points de vue. Parce que maintenant, vous savez, il y a je crois qu'au Brésil, c'est aussi comme ça, mais il y a une certaine censure par rapport à certains mots. On ne peut plus dire, il faut dire c'est un noir, c'est pas autre chose. Il y a des mots qui sont bannis, là, c'est assez compliqué. Alors, on ne sait plus comment parler. Et c'est exactement ça. Quoi dire? C'est délicat. J'ai été étonnée de leur audace, en fait. Mais en lisant, j'ai compris, parce que puis elles ont compris aussi que c'est de la satire. C'est de la satire. Donc, on voit bien là, que ce n'est pas au premier degré qu'il faut l'apprendre. C'est une plaisanterie. Ce sont des plaisanteries comme ces fables de Buffolikas qui suivent les contes là, de Railleur. Ben, je peux vous en lire un. Je peux vous lire un conte, peut-être, qui est le moins cru, peut-être, là, plus facile pour moi à lire. Il y en a 7 de ces contes en vers avec une petite morale à la fin tout le temps. Il y a une petite morale. Ces contes, ces fables pervertissent l'imaginaire des contes de fées et des fables. Alors, c'est toujours très sexuel, mais vraiment beaucoup avec des termes très crus et tout. Mais celui-là, il n'est pas si mal, mais vous allez voir, c'est quand même... il y a une partie qui commence comme ça. Inventons une pornocratie. Oui, mais là, tu es dans les contes railleurs. Là, moi, je parlais de Buffolikas. De Buffonicae, ok. Les poèmes, là. Oui, les poèmes. Ben, les poèmes. Les poèmes, oui. Les poèmes satiriques, en fait. Alors, il y en a un qui s'intitule La Reine Chauve. La Reine Chauve, ok. Chauve. Careca, hein? Careca. Ela era careca no meio também. Ah. Sabe? OK? C'est ça. La chevelure abondante, les épaulettes rigides, la robe élégante, chaste était Oula, car chauve était sa chatte. Lissant la nuit son petit... Ça, c'est bon. Lissant la nuit son petit mont lisse, cherchant avec une loupe un poil tout fin, jadis aperçu. Ô ciel, s'exclamait-elle, pourquoi m'ont-ils fait les cheveux si touffus et le milieu si dépourvu? Et elle pleurait. Un jour, par le royaume est passé un touche-à-tout poilu qui vendait des poisons. La goutte aiguë peut servir de remède pour la chatte d'une reine. Oula le convoque au palais et fait en sorte qu'il entre dans sa chambre. Ne craignez rien, monsieur, lui dit la reine. Je veux seulement des poils pour ma chatte. Oh, madame, s'exclama le touche-à-tout, j'y vois tout de suite. Et de sa poitrine, il arracha ses propres poils. Et de ses baisers mouillés, les encolla et simultanément la pénétra en son milieu. Et alors maintenant, Oula, elle gémit de plaisir, mais je ne vais pas gémir à la caméra, n'est-ce pas? Donc, c'est des exclamations ah, ah, ah. Elle gémit de bonheur, poilue ou non, reine ou putain, il me faut rester avec toi la vie entière. À l'évidence, peu à peu, la touffe se défie. Mais qu'importe, heureuse, toute contente, la reine Oula ne pleure plus. Morale de l'histoire.
si le problème est pressant, appelez-en au premier passant. Est-ce que les Brésiliennes comprennent ma traduction québécoise? Je crois. Hein? Je pense que oui. Oui. Il y avait une autre petite juste. Claire, Et même l'interprétation. tu as dit que Gallimard avait déjà traduit. Oui, alors oui, Gallimard, en fait par Madame Marie-Yvonne Lapauche, qui est une grande traductrice. Elle a traduit en 1992, je crois, 12, l'entièreté des contes. De Obscenica. Obscenica. Non, Obscenica, c'est l'album. L'album qui a été publié au Portugal et dans une sélection de quelqu'un qui est un admirateur, qui est devenu complètement fou en fait, c'est l'illustrateur qui était fou de l'œuvre de Hilda, pornographique entre guillemets, là, et qui s'est arrangé pour que cet album naisse au Portugal. Et les éditions du Remue-Ménage ont acheté les droits de traduction de cet ensemble. Donc. Mais Gallimard, donc, avait déjà publié, enfin, c'était une maison, une filiale de Gallimard, enfin, qui avait publié l'entièreté des contes, donc qui ont été traduits. Mais évidemment, les traductions, c'est comme ça. À chaque époque, on retraduit et dans des pays francophones différents, on ne peut pas traduire de la même façon. La traduction, c'est une question d'interprétation. Ce sont des subjectivités qui traduisent. On ne peut pas traduire de la même façon. Moi, je ne peux pas traduire comme une Française. Là, donc, mais c'est tout de même un français international et c'est un ouvrage qui est distribué en France. Donc, je me suis arrangée à la demande de la maison d'édition pour que ce soit une langue et avec ses synonymes d'organes sexuels, que ce soit compréhensible dans les deux pays, les francophones, le Québec et la France, et probablement la Belgique, la Suisse, enfin bon, bref. Donc oui, parce qu'en plus, il y a eu un très bon commentaire de Mathieu Linden du journal Libération, qui avait, lui, été, quand c'est sorti chez Gallimard à l'époque, avait pris l'avion pour aller au Brésil interviewer Hilda Hills. Donc, ça avait eu beaucoup d'effets. C'était très audacieux à l'époque, hein, dans les années 90, écrire tout ça, c'est vraiment, je trouve que c'est exceptionnel. Elle était vraiment très spéciale. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très spécial. Et puis, son œuvre est étudiée dans il y a un certain nombre de thèses à son sujet, mais c'est vraiment une œuvre considérable. Ça demande des gens qui peuvent la suivre dans son intensité. Et c'est quelque chose. C'est pas pour le grand public, en fait. Oui, la trilogie dite pornographique, mais même là, pornographique ou obscène, c'est dans le regard de la personne qui voit, hein, parce que pour quelqu'un, ça peut être pornographique, puis pour quelqu'un d'autre, non. Donc, c'est quoi pornographique? Il y a personne qui s'est vraiment entendu sur ce que ça veut, sur ce que c'est vraiment la pornographie. Donc, mais en tout cas, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des féministes qui lui ont reproché de parler des femmes d'une manière épouvantable. Là, je ne vous ai pas donné d'exemple de ça, mais je vous dis que des fois, bon. Mais elle dit non, mon personnage principal, c'est Claudia, l'amante régulière de Crassus, notre Crassus. Elle est pas soumise du tout. Je veux dire, et en plus, c'est une peintre, et puis elle peint des organes sexuels. C'est son obsession, là. Donc, c'est pour ça que c'est très drôle aussi, parce que elle raconte tout ce qu'elle peint, comment elle peint ça, puis il se parle de ça, puis elle ne peignait au départ que des organes sexuels féminins. Et là, Crassus, il dit, pourquoi tu ne peins pas des organes sexuels masculins? Tu n'aimes pas ça, quoi? Puis bon, alors, il engage un dialogue là-dessus. Donc, c'est très drôle. Mais cette Claudia, elle est complètement émancipée, là. C'est pas du tout une soumise, là. Vraiment pas. Donc, c'est ce que probablement leur répondait, là.
Claire, Ouais. justement, vous pouvez nous parler un peu plus sur ces illustrations du livre? Les couleurs, elles sont vivantes, les organes sexuels sont détachés du corps. Qui est André Loba? Mais en fait, c'est vous qui pouvez m'en parler parce que moi, là, je me suis. Au départ, même moi, je regardais ça et je me disais, hé là 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 là, bon, est-ce que j'aime ça? Oui, 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 j'aime ça. On va dire que j'aime ça. Mais j'étais complètement étrangère à ce genre d'illustration. Je veux dire, je vais vous montrer d'autres choses. Là. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on voit? Oui, oui, on voit. Oui, Oui. oui. Bon. C'est explicite, mais Il y a en même beaucoup temps, de couleurs. ce n'est pas vulgaire. Non, ce n'est pas vulgaire. Il y a beaucoup de couleurs. Oui. Est-ce que je Il y a vous ai même un perdu? peu de poésie. Hein. Ouais. On fait l'interprétation qu'on veut. Mais ce qui est très intéressant quand elle dit, par exemple, je vais reprendre c'est quelque chose que tu as dit là, qu'elle a affirmé à plusieurs reprises que nous, pauvres humains, ne saurions pas la lire véritablement, même si nous le voulions. Oui. Elle dit, je peux blasphémer beaucoup, mais mon affaire, c'est le sacré. C'est Dieu. C'est Dieu même. C'est Dieu qui m'intéresse. Oui, oui, oui. Elle cherchait, oui, c'est ça. Elle cherchait le mystère du vivant jusque dans la sexualité, en fait. En fait, c'est ça. Jusque dans la sexualité, exactement. Oui, elle a été très inspirée, elle a été hallucinante. Ça l'a vraiment remué de lire Georges Bataille, La littérature et le mal. Mais elle trouvait que, par exemple, le Marquis de Sade allait trop loin dans la pornographie parce que, justement, il y avait trop de sang dans son affaire au Marquis de Sade. Elle était contre ça, justement. Les femmes étaient trop battues, c'était trop macho dans le Marquis de Sade. Ça lui déplaisait. En fait, elle est légère dans ces textes dits obscènes, qui sont aussi poétiques. Il y a une légèreté. On le sent qu'elle s'amusait beaucoup parce que quand on la lit, on s'amuse. Donc, ça me fait penser à Clarice Lispector qui disait à une dame qui lui demandait comment vous vous sentiez quand vous avez écrit La Passion selon G.H., qui est son livre le plus dense, le plus génial, en fait. Mais alors, elle a dit à la lectrice, mais comment vous vous sentiez quand vous avez lu mon livre? Ben, c'est comme ça que je me sentais quand j'ai écrit. Donc, c'est un peu la même chose. Quand on la lit, ben, c'est ça, on se dit, elle s'est vraiment laissée aller, elle s'est vraiment amusée, là, parce que c'est quelque chose d'écrire sa littérature dite sérieuse. Je vous dis que vous pouvez prendre une phrase, puis vous restez avec ça, vous pouvez rester avec ça pour une semaine. C'est dans ce sens-là qu'il y a de la métaphysique. Là. Elle pose des grandes questions là, sur la vie, la mort, la finitude des choses. La solitude, l'amour. Oui. Et puis la folie. Ah oui. Folie aussi, parce que son père a été diagnostiqué schizophrène quand il avait 35 ans, je crois. Donc, elle avait, je pense, 16 ans. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est ça. Elle était adolescente et quand, de toute façon, ses parents ont divorcé. Puis bon, le père a été interné dès l'âge de 35 ans. Un schizophrène paranoïaque et elle adorait son père. Elle disait elle-même qu'elle était incestueuse. Là. Elle avait et qu'au fond, la seule opinion sur ces livres qui l'intéressent, ça aurait été, c'est l'opinion de son père. Elle avait une passion dévorante pour son papa, qui était très beau d'ailleurs, qui est un poète, qui est un ami d'Oswald d'Andrade. Donc, c'est ça, la société paulistane de l'époque. Là. Donc, d'ailleurs, elle n'a pas eu d'enfant. Elle dit ne pas avoir eu d'enfant, justement parce qu'elle avait peur que ses enfants soient schizophrènes. Parce que ça se transmet à l'autre génération. Autrement dit, elle ne l'était pas, mais il y en a qui disaient qu'elle était folle, là, mais elle ne l'était pas du tout pour écrire ce qu'elle a écrit. Là. Mais elle avait peur que ses enfants le soient. Et il y avait un lien, donc elle trouvait
quelque chose d'inspirant à la folie en même temps. Donc, l'expérience des limites l'intéressait. Et donc, elle a poussé ça dans ses livres aussi. Donc, elle avait peur de rien, en fait. Hein, je dirais. Elle avait peur. En fait, c'était une maîtresse femme. Oui, cette dite pornographie ou même cette pornocratie, c'est là ce qu'on peut dire, c'est comme un prétexte, un moyen pour l'auteur de parler de ses thèmes préférés qui sont très sérieux, comme l'amour, la solitude, même la littérature, parce qu'elle fait beaucoup d'intertextes, ce qui est très caractéristique de sa génération déjà postmoderniste. Elle parle de trahison, elle parle de vieillissement et de mort. Et là, tout ça d'une façon, on a l'impression qu'on s'amuse, mais en même temps, on s'amuse et on est invité à réfléchir sur cette thématique. Ah oui, complètement. Complètement. Puis, puis on voit sa culture immense. Elle lisait, vous savez qu'elle lisait tous les matins pendant des heures les philosophes, Kierkegaard, mon Dieu, j'ai relevé plein de noms d'auteurs qu'elle cite. Là, c'est vraiment Ezra Pound, le poète américain. Elle a une culture immense, une culture livresque immense. Puis en même temps, elle était très incarnée et tout ça se reflète dans son travail. Donc, je trouvais qu'elle avait, en tout cas de mon point de vue, beaucoup d'affinités justement avec Clarice Lispector, qui était de 10 ans son aînée. Oui, c'est très drôle. Oui, j'ai une anecdote à ce sujet-là, c'est que quand elle faisait ses expériences pour essayer de capter les voix des disparus, là, elle a fait ça pendant 5 ans. J'ai vu un documentaire sur ça. Oui, c'est très bon, c'est de Gabrielle Agré. De parler avec les disparus. Oui, puis elle a même... Par la radio. Je vais vous le montrer. Oui, avec les ondes hertziennes. Elle enregistrait la radio. Il y a tout un documentaire sur ça. J'ai vu ça dans une salle de cinéma où il y avait seulement 3 personnes. Ça, c'est le livre à ce sujet-là. Ce livre, Hilda Hilst, Perde et Contatto, c'est de la cinéaste qui a fait le documentaire. Et c'est le making-of du film. C'est extrêmement intéressant. Et on a là-dedans c'est là-dedans que j'ai découvert que Ligia Fagundes Telles, que vous connaissez, la grande écrivaine brésilienne également, qui était sa grande amie, je pense qu'elles ont étudié ensemble en droit, je crois. Et même Hilda Hilst, qui au départ la voyait aller avec ses enregistrements, puis elle disait, mon Dieu, mais jusqu'au jour où elle a entendu la voix d'un proche à elle disparu. Oui. Elle a entendu ça sur la cassette. Alors, elle a été très impressionnée. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est un livre, c'est très intéressant, le compte-rendu. Il y a des extraits, justement, de ce que Hilda est. Des enregistrements des disparus. C'est sûr que c'est pas facile. Dans le documentaire, il y a des. Enfin, on a ça dans. C'est très intéressant. Mais c'est un sujet délicat quand même, hein, parce qu'on se dit, waouh. C'est pour ça qu'on disait qu'elle était un peu folle, là, mais elle disait, non, c'est très sérieux ce que je fais. C'est très sérieux. Elle dit, moi, j'ai pas de réponse sur la terre. Dieu me répond pas. Il se manifeste pas à moi. Puis je voulais percer le mystère d'être au monde. Alors, elle s'est dit, je vais demander aux morts. Coudonc, je vais demander aux morts. Donc, puis il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus aussi. Donc, bon, en tout cas. Pour moi, en fait, pour Clarice Lispector, la seule différence entre le fou et le non-fou, c'est que le non-fou ne dit ni ne fait jamais ce que fait le fou, mais au fond, tout le monde pense à tout. Tout ce qui est pensable est réel. Donc, c'est juste que ça reste dans nos têtes, puis ceux qu'on considère comme fous, ils actualisent leurs pensées. Ils font des gestes insensés ou je ne sais pas quoi, mais au fond, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Là. Très bien. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Oui. Bon, Claire, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur l'œuvre Obséniaka. Bon, elle a deux parties.
Hein. Dans la première, les textes sont érotiques e grotesques, qui comportent des larges extraits de contos escárnios, textos grotescos, des contes sarcastiques, rieurs. La prose s'y mêle à la poésie, au théâtre ou à la critique littéraire. Et les commentaires érudites sont entrecoupés de brefs contes et d'adresser au lecteur. Son protagonisme est un sexagénaire qui veut écrire un livre. Au cours de ma vie, j'ai lu tant de saloperies que j'ai décidé d'écrire de les miennes, affirme-t-il. Est-ce que la pornographie sert de prétexte à l'auteur pour parler de ses thèmes préférés, l'amour, la solitude, la littérature, la trahison, le vieillissement et la mort? Et pourquoi pas Dieu? C'est ce qu'on disait, Lucie, là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, exactement ça. Vous avez résumé là, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, vous avez résumé. On un peu de tout ça. Oui. Et comme c'est un mélange de sentiments. Et je dirais comme Hilda, elle n'aimait pas répéter. Alors, dans ses textes, et d'ailleurs, c'est drôle parce que. Mais c'est important. Oui, c'est pour ça que je vous dis, vous le résumez bien, donc vous l'avez résumé. Alors, je vous dis oui, effectivement, c'est ça. C'est vraiment, ça sert de prétexte pour parler de ces grands thèmes. C'est tout simplement ça. Là, je sens la professeure qui nous ramène, hein, qui nous ramène. Oui, ici, nous sommes des professeurs. Oui, mais là aussi, pour répéter encore. Pour finir, au sujet de l'obscénité, elle disait, elle, que les vraies obscénités, c'est la politique. Les vraies obscénités, c'est les bombes au napalm sur le Vietnam. Ça, c'est de l'obscénité. Mais ce qu'elle fait, elle, c'est pas de l'obscénité, c'est une plaisanterie, c'est du jeu, c'est léger. Elle disait, c'est ça, oui. Puis oui. Elle faisait une critique. Elle disait que le Brésil, dans ses textes, elle fait dire par un de ses personnages que le Brésil est un pays de bandits. Donc, il y a une charge contre la période de la dictature militaire aussi, hein, là-dedans. Mais c'est toujours c'est voilé, plus ou moins. Donc, il y avait aussi une charge contre les éditeurs. Elle disait que, par ses personnages, évidemment, par la bouche de ses personnages, parce qu'elle était assez déçue des éditeurs. Hein. Par la bouche de ses personnages, elle faisait dire que les éditeurs ils étaient tous véreux, mesquins, vils, commerciaux. Bon. Mais en tout cas, avec Obscenica, elle a vendu un petit peu plus que pour ses recueils de poésie. Parce que quand Obscenica est paru, je crois que le tirage était, pas Obscenica, les Contos de Scarnio, quand c'est paru, je pense qu'elle a vendu très rapidement le tirage de 2000 exemplaires, alors que ses ouvrages de poésie, le tirage, pour ses ouvrages de poésie, le tirage était beaucoup plus réduit. Donc, et puis, évidemment, elle a éclaté, là, j'ai juste le mot en portugais, Estourou no Mundo. Elle a été diffusée dans le monde grâce à ses dites obscénités qui, finalement, n'en étaient peut-être pas vraiment. Là. Voilà, c'est ça. Peut-être que... Oui, puis elle disait que, justement, elle en avait contre les futilités et le désir de consommation qui mène le monde. Et puis ça on le sent dans ses textes aussi. Donc, il y avait, c'est ça, elle réfléchissait, elle était critique par rapport au monde et ça me fait penser à une phrase de Marguerite Duras, l'écrivaine française, qui disait, que j'ai entendu dire d'ailleurs, je l'ai trouvée incroyable, elle est venue à Montréal pour présenter certains de ses films. Puis elle disait, à un moment donné, des gens posaient des questions sur son engagement politique et tout. Puis à un moment donné, elle a dit que le monde aille à sa perte. Parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait rien à faire avec, avec la folie des hommes, les insanités, les guerres sans fin depuis des siècles et des siècles. Et Hilda Hills croyait que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire avec les humains. Qu'il fallait les prendre comme ils sont. Puis elle préférait, en fait, elle s'est intéressée beaucoup aux animaux, entre autres, parce qu'elle se disait qu'ils étaient purs, en fait. Ils étaient plus proches du divin, au fond, que les humains, avec leurs pensées morbides, mortifères de guerre
et de bataille et de tout ça. Donc, voilà. Mais alors, est-ce qu'on peut revenir à Bouphonique? Oui. Tiens, regardez, oui, Licia, juste un petit moment, justement, j'avais relevé ce qu'elle met dans la bouche, dans le conte, ce qu'elle met dans la bouche d'un professeur, mais ce n'est pas dans l'album, c'est dans le texte entier en portugais, Contos d'Escárnio. L'humanité poursuivra son chemin dément. Il n'y a qu'un idiot pour ne pas voir que les hommes vont continuer pour des siècles et des siècles à commettre des bassesses. Donc, vous voyez, c'est ça. Alors, elle se dit, bon, ben voilà, moi, je fais mes livres, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire. Je m'occupe des animaux, je m'occupe de mes amis, je leur donne à boire, je leur fais des fêtes dans ma maison du soleil. Je lis le matin, je prends mon café, je prends mon whisky à 5 heures parce qu'elle buvait beaucoup. Et d'ailleurs, elle est morte à 73 ans et puis 73 ans. On aurait pensé qu'elle en avait 100, hein, 100 ans. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais très étonnée quand j'ai vu. On avait pensé qu'elle avait... Regardez. Elle était vraiment maganée à ce moment-là. Oui, madame. Alors, elle est morte d'une défaillance générale de tous ses organes. Défaillant, oui. Elle a vécu intensément. Voilà, c'est ça. Et elle nous a laissé une œuvre considérable d'une quarantaine d'ouvrages. Et puis, je pense qu'on peut, pendant longtemps, faire de la recherche sur son travail. Il faut commencer à faire la recherche maintenant qu'elle commence à être un peu connue. Et en plus, grâce à des gens comme toi. Ben, moi, je ne suis pas du tout spécialisée. Tu fais déjà, tu l'as fait connaître au Québec. Pour des... Ah, mais il y a eu Licia, vous savez, il y a eu Alvaro Faleiros, qui a vécu un peu à Montréal, qui est brésilien. Je crois qu'il est retourné au Brésil. Il a fait paraître un recueil de poésie d'Hilda Hilst en bilingue dans une maison d'édition québécoise, les éditions du Noroît. Il y a plusieurs années. Oui. Oui, que tu connais. Il y a plusieurs années. Et c'est épuisé. J'ai voulu mettre la main sur ce livre, mais il est épuisé. Et avec des dessins d'Hilda Hilst pour illustrer. Ah oui, des dessins. Oui, alors si on trouve ça, là, on garde ça précieusement. Oui. On trouve ça dans les CEB, dans les librairies usagées. Vous avez plus de chances de le trouver que moi, peut-être, enfin, je sais pas. Il y a tellement mélange de genres, des styles, etc. C'est ça que j'ai dit, j'ai commencé à lire Bouphonique, je n'ai pas fini, mais on a l'impression que c'est 7 brefs contes moraux écrits en vers, pervertissent tout l'imaginaire des fables et des contes de fées de notre enfance. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce que dit le préfacier, oui. Le préfacier, oui. Oui, mais je n'ai pas pu retracer toutes ces inspirations, comme Le Roi te l'est gai. Il y a les titres, c'est assez intéressant, les titres des poèmes satiriques. Le Roi te l'est gai, La Reine chauve, qu'on a lu, Drida la mage froide et perverse, La chaperon. Alors là, c'est le petit chaperon rouge qui est perverti là, complètement, l'histoire de... C'est tout viré à l'envers, comme on dit. Le nain triste, ou non, le nain triste, La chanteuse criarde et Philo, la petite fille lesbienne. Alors, moi, je la trouve vraiment pour les années 90, au Brésil en plus, qui est assez puritain finalement, le Brésil, hein, malgré les bikinis des femmes. Le Brésil est très puritain d'un certain point de vue. Parce que même chez ses amis écrivains, quand elle a fait paraître ça, Bufolicas et sa trilogie obscène, ils étaient un peu abasourdis. Ils étaient un peu, même Lígia Fagundes Telles, elle dit qu'elle était un peu étourdie. Alors, même son grand admirateur, le critique Léo Gelson Ribeiro, il n'était pas enthousiaste. Alors, ça a choqué pas mal tout le monde. Et elle a réussi, c'est ce qu'elle voulait. Elle se disait, ben écoute, si moi je choque les critiques, ils vont finir par parler de moi. C'est ce qu'elle se disait. Puis elle disait qu'elle aimait mieux recevoir des coups de la critique, des critiques épouvantables, que recevoir seulement le silence. Parce qu'on ne parlait pas
assez de son œuvre dite sérieuse. Donc, c'est ça. Mais je suis absolument pas une spécialiste de son œuvre. Hein. Pour vous en parler aujourd'hui, j'ai lu un livre dans les livres d'entretien avec elle. J'ai lu le cahier de l'Institut Morin-Lassalle. Donc, je me suis renseignée sur elle. J'ai lu le livre de la cinéaste sur ses contacts avec les disparus. Bon, c'est sûr que ça fait moins sérieux, là, ça, mais bon, en tout cas, quand même, la mort, c'est quand même quelque chose dans son œuvre, parce que la problématique de la mort, c'est la thématique la plus importante. Puis elle-même disait que c'est la chose la plus importante de la vie, c'est la mort. Donc, ça se justifie aussi qu'on en parle. Voilà. Voilà. J'espère que ça va faire du tabac au Québec. Les Québécois vont aimer ça. Ben, oui. Ben, est-ce que tu as encore quelque chose à demander? Une question? Ben là, je suis pas habituée de parler autant. Moi, j'ai laissé l'enseignement parce que je trouvais qu'il fallait beaucoup parler. Ça me fatiguait. J'aimais mieux être tranquille en train d'écrire. Ah oui, mais c'était magnifique. Tu as parlé beaucoup, c'était extraordinaire. Je demande à Lucilla si elle veut encore poser une question ou dire quelque chose. Bon, Claire, en quoi consiste une pornocratie chez Hilda Just? Nous savons que le terme pornocratie papale fait référence à une période trouble de l'histoire papale, caractérisée justement par la débauche et la présence des courtisantes dans les affaires ecclésiastiques allant de 904 à 963. Pouvez-vous parler quelque chose à propos? Non, je ne suis pas du tout une spécialiste de son œuvre. Absolument pas. Ça, je laisse ça aux chercheurs académiques. Moi, je ne suis plus là. Je n'ai pas fait de recherche académique sur Hilda Hills. Et en plus, je suis d'avis un peu comme elle, qu'expliquer ses textes, expliquer ses poèmes, ça ne vaut pas la peine d'une certaine façon. Et là, je sais que je peux choquer les professeurs universitaires, mais je pense avoir dit assez aujourd'hui là, pour donner le goût de lire son œuvre. Oui. Si je commence sans doute. Mais si je commence à interpréter, à essayer, ben là, je vais m'empêtrer, comme on dit en bon québécois, je vais m'empêtrer dans des explications qui ne rendent pas justice à son travail. C'est sûr que, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais là, quand on parle de ne pas donner de conférence sur la pornocratie. Oui. Quand on parlait de pornocratie, on ne peut pas s'empêcher de penser. On a parlé de ça ensemble, moi et toi. Oui. On vient et on pense à Grégoire de Matos, par exemple, le poète du XVIIe siècle qui faisait comme ça, qui s'amusait avec une pornocratie, avec une pornographie, avec les papes, avec les papes qui faisaient cette pornocratie papale. Alors, quand on voit Hilda Hilst, on dit, et c'est normal dans son époque de postmodernisme, des modernismes de 1945, de faire des intertextes comme ça. C'est dans l'âme brésilien du portugais. C'est pour ça qu'on appelle conte d'escarnio. On a appris tous, les Brésiliens vont penser à tout ça, qu'on a appris quand on était à l'école, qu'il y avait les chants d'amour, les chants d'amis et aussi les chants d'escarnio, que c'était la satire. C'est pour ça que c'est vous, les professeurs, qui pouvez en parler beaucoup mieux que moi. Moi, je suis une écrivaine. Là. Et c'est pour ça qu'on pense à ça. Une écrivaine québécoise qui ne connaît pas tout du Brésil. Là, je veux dire, c'est déjà beaucoup. Hein? J'ai appris le portugais. Le portugais, oui, c'est déjà beaucoup, mais oui. Je donne des conférences en portugais sur Clarice Lispector parce que, bon, ils me considèrent comme une spécialiste, mais moi, je ne me considère pas comme une spécialiste de rien du tout. Là. Surtout pas. Plus on apprend sur un auteur, plus on voit la mesure de notre ignorance. Alors, parfois, je reste sans voix, justement, parce que je me dis, mon Dieu. Puis, ce qui compte le plus, c'est de la lire, c'est pas de l'expliquer. Je reviens à ça, là, donc...
Voilà. Et toujours s'amuser avec l'RG, c'était quelque chose qui traverse la littérature. S'amuser avec le clergé, c'est quelque chose qui traverse la littérature d'origine portugaise, etc., qui arrive au Brésil ici. Mais dans l'album, ce n'est pas ce qui prime du tout là, dans l'album. Et qui arrive même au moment de l'anthropophagie culturelle. Ouais, je sais que tu vas dire, non, mais ne me parle pas de ça, c'est chose de professeur. Mais non, mais c'était très intéressant. Parce que là, Oswald de Andrade, voilà, il prend, on dit que Grégoire de Matos, c'est la première dentition de l'anthropophagie culturelle. Alors vient Oswald de Andrade, après, qui s'amuse avec tout ça, qui fait de la parodie. Et puis après, une autre dentition, c'est avec le tropicalisme de Caetano Veloso et Gilberto Gil. Et je crois que aussi que Hilda Hilst, elle va dans cette foulée-là d'anthropophages et de tout dévorer, de dévorer ce monde institutionnalisé, qui à un moment donné, et qui nous donne, qui nous passe, qui nous transmet tellement de bêtises. Et le monde institutionnalisé du Brésil est devenu en 90, quand elle a écrit tout ça, c'était post-dictature. Alors, elle pouvait faire tout ça, là, ces bouffonneries buffoliques, tout ça. Et maintenant, c'est aussi une autre période où on a besoin de Hilda Hilst, parce que la saloperie, on s'est débarrassé politiquement de la saloperie, mais la saloperie reste encore là. Si. Alors, c'est le moment de lire et de relire et de discuter, d'analyser Hilda Hilst et de faire une grande anthropophagie avec toute la bêtise qui nous entoure. Là, je fais du pamphlet, c'est pas, je fais du manifeste politique, mais j'avais envie de dire ça. Claire, Ça, tu m'excites, comme j'avais dit au début, on s'excite. On s'excite dans le bon sens, l'exciter de lire et de parler de ce que c'est cette Hilda Hilst. Et Claire a mis en scène pour nos amis québécois, pour nos lecteurs québécois. Oui. Alicia, je te dis un peu plus parce que pour nos élèves à l'université qui travaillent avec des recherches, justement, il y a une grande possibilité pour qu'ils travaillent là-dessus, dans cette œuvre si intéressante, hein, et qui, on pourra avoir des discussions assez intéressantes. Je pense que ce sera vraiment une nouvelle possibilité de sortir des grands auteurs qu'on connaît déjà et qui sont déjà débattus à droite et à gauche. Oui, il y a son théâtre aussi, hein, son théâtre, elle regrettait beaucoup que ça ne soit pas mise en scène, ça la décevait énormément. Il y en a eu quelques mises en scène, mais c'était important aussi pour elle, son théâtre. Elle avait 8 pièces de théâtre, je crois, qu'elle a réalisées. Parce que, imagine que nous sommes sur la chaîne de la Fédération des professeurs de français, dans la semaine de la francophonie. Oui. Nous avons l'appui de l'Association des professeurs de français de l'État de Bahia. Alors, il y a beaucoup de professeurs de français qui sont là, qui nous écoutent. Et là, c'est pour eux un outil de travail. Voilà, l'anthropophagie culturelle de Hilda Hilst. Hilda Hilst et Grégoire de Matos. Hilda Hilst et Oswald de Andrade. Et c'est toi qui nous ouvres des avenues intéressantes de recherche. Parce que on parle pour les lecteurs québécois, mais on parle beaucoup pour les professeurs de français du Brésil, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine. C'est une j'oubliais ça, mais... là, tu sais, je te ramène à la réalité. Et justement, Claire, j'étais en train de penser un peu, de réfléchir.
Justement, cette passion pour la littérature brésilienne, passant par Clarice Lispector, Hilda Hilst, Aleilton Feitosa, justement, qui habite à Ferraz de Santana. Donc, comment ça se fait que cette passion est arrivée pour notre littérature? Oui, c'est parce que, en fait, le tout début, j'étais à l'Université de Montréal et ma professeure, Monique Bosco, qui est aussi écrivaine, a fait venir au Québec Hélène Sixou, une grande romancière essayiste française, qui est venue nous donner une conférence sur poésie et politique. La poésie et la politique. Et elle avait comme sujet, comme auteur, dont elle voulait nous entretenir, Rainer Maria Rilke et Clarice Lispector, qu'elle découvrait grâce à une de ses élèves qui faisait une thèse de doctorat sur la passion selon J.H. Alors, elle a beaucoup parlé, elle a tellement bien parlé quand elle a prononcé sa conférence à Montréal, que j'ai décidé de lire ce livre, ce roman de Clarice Lispector, La Passion selon J.H., en français, évidemment, parce que je ne connaissais pas le portugais en 1979, lors de mes études. Et donc, j'ai commandé le livre, j'ai couru à la librairie chercher mon trésor, et puis, parce que je ne savais pas encore si c'était un trésor. Et puis, j'ai lu ça, j'ai ouvert, et puis je me suis dit, aïe, 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 si j'écrivais, c'est comme ça, c'est avec cette densité, cette intensité, cette authenticité que je voudrais écrire. Et j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur l'œuvre de cet auteur, d'apprendre le portugais, d'aller vivre au Brésil, où j'ai passé 1 an, 4 mois pour faire mes recherches lors du premier séjour. Ça a été une passion, donc un coup de foudre. Donc, c'est comme ça. Alors, quand je suis arrivée au Brésil, je ne connaissais personne, hein. J'avais 28 ans. Et le fils de l'auteur, je ne sais plus comment m'a mise en contact avec lui, Paulo Gurgel Valente, m'a donné une liste de noms d'auteurs, d'écrivains amis de Clarice Lispector que je pouvais rencontrer et qui pourraient me parler de cette grande écrivaine. Et ça a commencé comme ça. Et chaque fois que je rencontrais un écrivain, j'en ai rencontré plusieurs, Nélida Pinhon, Lígia Fagundes Telles, Rubem Fonseca, Rubem Braga, Otolara Rezende, j'en oublie. C'était autant de cours de langue pour moi, c'est très bien parce que j'avais appris la base du portugais à l'université avant d'aller au Brésil, parce qu'il fallait absolument, là, pour lire l'œuvre de Clarice Lispector dans l'original. Parce qu'évidemment, à l'époque, pas évidemment, mais à l'époque, on n'avait pas encore accès à toute l'œuvre en français. Ensuite, les éditions des femmes à Paris ont, bon, jusqu'à maintenant, tout est à peu près publié en français, mais à l'époque, non. Donc, ça a commencé comme ça. Et je rencontrais Marina Colasanti aussi, Afonso Romano de Santana, qui ont justement écrit un livre contre Clarice il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est comme ça, j'ai connu plein d'auteurs, plein d'écrivains, mais je n'avais pas le temps de tous les lire à l'époque. Alors, je me sentais vraiment... c'était plutôt... J'avais beaucoup de fréquentation, beaucoup de personnes, beaucoup de relations, mais qui étaient comme des professeurs de langue, mais je n'ai pas pu lire l'œuvre de tout le monde. Là. Je veux dire, à un moment donné, si on se consacre à un auteur, on y va à fond. On peut pas, moi, je ne peux pas tout... je ne peux pas tout lire. Il y a des gens qui peuvent tout lire, mais moi, je ne peux pas. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, Hilda, je l'avais en tête, mais ce n'est que maintenant. Alors, des fois, ça prend du temps, mais on finit par y arriver. Mais c'est grâce à Clarice, quand même. Ouais. Oh là là. Bon, Licia. Claire, Lucila, c'est l'heure. On est presque à la fin, c'est vrai. Oui, parce que là, on est rendu à 19h, à presque 8h, c'est l'heure de terminer. Malheureusement, on voulait continuer jusqu'à minuit, mais c'est l'heure. Je remercie Claire Varin pour cet entretien. Je remercie Lucila d'avoir participé avec tellement de dynamisme. Obscénica est un récit merveilleux. C'est un livre merveilleux.
et une lecture très agréable qui a paru aux éditions Rému Ménage. Je répète parce que les éditions au Québec, les éditions Rému Ménage. Et vous allez le lire et rire en même temps. C'est lire et rire. C'est une lecture carnavalisée, si tu me permets de le dire. Carnavalesque, oui. Carnavalisée dans le sens de renverser, de bouleverser tous les systèmes. Oui. Et qui, comme elle dit, par un langage de l'ordure, comme elle le dit, nous aide à nous nettoyer des ordures qui nous entourent, des ordures qui nous entourent. Est-ce que c'est bien? Et c'est elle qui le dit. Et elle dit qu'elle utilise un langage de l'ordure. En tout cas, j'ai entendu dans une émission. Et elle dit, avec cette ordure-là, on va se débarrasser, se nettoyer de tout ce qu'il y a. Des conventions et de la morale, oui. C'est de la morale et de tout. Alors, merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Lucille. Tu me dis si tu veux me dire quelque chose, Lucille. On remercie à Claire. Je te remercie, Lise. Bon, je pense que nos étudiants et les professeurs de français du Brésil sont très contents et ont beaucoup appris avec cette œuvre et cette écrivaine si importante pour notre littérature. Merci beaucoup. Voilà. On est vraiment très contents. Très bien. Et à bientôt. À bientôt. Merci, Hélène. Ce n'est pas la première fois que tu viens sur nos chaînes. Merci beaucoup, Hélène. Vous voulez dire un dernier mot, Claire? Oui. Non, je vous remercie. Je suis contente de vous avoir parlé. Claire, dernier mot. Ben, je vous remercie. Je suis contente de vous avoir parlé. Et puis, j'espère que ça aura au moins donné le goût de l'Irida Ilst. Et d'honorer son travail. Sans doute. Honorer son travail, c'est vrai. Et vive la francophonie. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.